Comment aborder la free agency en NBA? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la saison régulière est maintenant terminée officiellement. Pour Dallas, pour les Mavs, c'est fini. Maintenant les playoffs vont commencer et d'ici un peu moins de 3 mois, on va arriver à la période absolument formidable de la free agency, qui est une des meilleures, une des plus passionnantes de l'année, avec plein de wash bombs dans tous les sens, etc. Néanmoins, c'est toujours une période un peu complexe à comprendre sous certains aspects et il faut avoir pas mal d'éléments en main pour bien comprendre qu'est-ce que les équipes elles ont le droit ou n'ont pas le droit de faire et quelles sont les stratégies qu'elles ont pour maximiser leurs chances d'attirer les meilleurs joueurs dans leur équipe. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le but de cette vidéo, elle est consacrée en fait à tout le monde parce que je vais vous parler de tout ça, comment résonne une franchise quand la période de free agency va arriver, quelles sont les stratégies qu'elle met en place. Je prendrai des exemples un petit peu de toutes les équipes pour illustrer les différentes notions dont je vais parler. Et à la fin, je prendrai l'exemple de Dallas, parce qu'évidemment, donc c'est mon équipe, c'est l'équipe que je connais très bien au niveau des salaires, de tout ça. Tout d'abord, pour les fans des Mavs, vous pourrez bien comprendre dans quel état d'esprit on va être pour l'été. Et puis, pour tous les autres fans, une fois que vous aurez bien compris, bien assimilé toutes les notions, vous pourrez l'appliquer à votre équipe. Et ça empêchera tout le monde de faire certaines erreurs ou de dire certaines sottises parce que des fois sur Twitter il m'arrive de voir des gens qui me disent ouais cet été on signe Kevin Durant, on signe Julius Randle. Non, il y a des choses qui sont pas possibles, tout simplement qui sont pas autorisées par la NBA et d'autres choses qui sont possibles. Donc voilà, cette vidéo elle est pour tout le monde, elle a pour but de nous aider à comprendre comment les équipes elles résonnent lors de la free agency et vous pourrez donc ensuite transposer tout ça à votre équipe pour imaginer ce que vous ferez cet été. Donc tout d'abord, on va partir d'un principe, le principe de base de la free agency, je vais passer rapidement dessus parce que je pense que la grande partie des gens sont au courant, c'est le salary cap. Alors le salary cap, c'est très simple, c'est un montant qui est fixé par la NBA, qui est le même pour toutes les équipes, et c'est un montant que vous avez le droit d'utiliser pour signer vos 17 joueurs de votre roster. Donc le roster, c'est l'ensemble des joueurs de votre équipe. C'est composé de 15 joueurs au NBA maximum, plus 2 joueurs en two-way contract depuis l'année dernière. C'est des joueurs qui naviguent entre la G-League et la NBA. Donc ce salary cap de 109 millions, on va en parler tout au long de la vidéo, donc il faut bien retenir ce montant. Ce salary cap, on dit que c'est un soft cap, parce qu'en fait c'est un cap qu'on peut franchir sous certaines exceptions qu'on verra après. Contrairement au football américain, on a un hard cap qui ne peut pas être dépassé du tout. Pour donner un titre d'exemple, le salary cap il y a 10 ans, il était de 57 millions de dollars. L'année prochaine, il sera de 109 et l'année d'après de 116 millions. Ça augmente en fait d'année en année. C'est par rapport aux droits TV, tout l'argent qui est donné par les chaînes de télévision pour diffuser les matchs notamment. Donc au cours de cette vidéo, il y a une métaphore que je trouve pas mal, c'est une métaphore de prendre une valise. Donc autant au football américain, la valise elle est rigide, c'est-à-dire qu'elle a une certaine place en termes de dollars, et vous ne pouvez pas dépasser ce montant. Autant NBA, la valise, il faut que vous imaginez ça comme des fois ce qu'on voit à l'aéroport, c'est-à-dire quelque chose où des fois on peut un peu bourrer certains vêtements d'ici et là pour augmenter en fait le volume maximum sous certaines conditions qu'on va voir juste après. Donc voilà, quand la période de free agency arrive, l'équipe va avoir de la place en dessous, si elle est en dessous du cap au niveau de tous ses salaires qui sont garantis pour l'an prochain, elle va avoir de la place pour signer des joueurs, pour signer des free agents, et elle peut les signer tant qu'elle ne dépasse pas ce seuil. En revanche, il y a quelques exceptions, qui donc sont très importantes, qui vous permettent de signer un joueur même si ça vous fait passer au-dessus du cap, ou même si vous êtes déjà au-dessus du cap. On va faire la liste de toutes ces options. Donc tout d'abord, de manière très simple, il y a la Rookie Exception, qui vous permet de re-signer un joueur même si vous êtes déjà au-dessus du cap, si c'est le joueur que vous avez drafté. Sinon, c'est vrai que ça serait un peu con si on ne peut pas re-signer un joueur qu'on vient de drafter parce qu'on est au-dessus du cap. Donc le Rookie, ça, on peut re-signer. Deuxième option, les joueurs en two-way contract. Bon, déjà, leurs salaires sont assez minuscules à l'échelle de la NBA, mais vous pouvez les signer même si vous êtes au-dessus du cap pour les joueurs en two-way contract. Donc ensuite, on a le minimum vétéran. Donc il faut savoir que pour chaque joueur, en fonction de ses années d'expérience, il y a un contrat minimum, un salaire minimum qui est donné par des grilles. Et si vous payez ce joueur au minimum, vous avez le droit de le re-signer même si vous êtes au-dessus du cap. Donc en général, c'est des joueurs en fin de carrière, des vrais vétérans qui ont envie d'aller chercher une bague, par exemple David West avec les Warriors, il y a quelques années. Mais ça peut aussi être un joueur qui a fait une partie de sa saison à l'étranger et qui veut finir en NBA, par exemple Andrew Bogut cette année. Un joueur qui s'est fait couper et qu'on re-signe au minimum, par exemple Salah Mejri cette année avec nous. Ou un joueur qui s'est fait buy-out par une équipe. Donc buy-out, ça veut dire qu'ils ont racheté l'intégralité de son salaire.
et puis ils lui ont dit, bah ok, va ailleurs, de toute façon, ton projet ne correspond pas à notre projet. Exemple, Carmelo Anthony avec les Hawks. Les Hawks lui payent 30 millions de dollars cette année. Et ensuite, il s'est engagé au minimum avec les Rockets, qui étaient déjà au-dessus du cap, mais voilà, ils ont eu le droit de le signer parce qu'il était au minimum. Bon, au final, ça n'a pas bien marché puisqu'il est parti, mais vous comprenez l'idée. Chez nous, par exemple, on a donc Devin Harris ou Salah Mejri qui sont des joueurs signés au minimum. Vous avez ensuite les contrats de 10 jours, dont vous les connaissez, ces petits contrats qu'on peut signer, qu'on peut donner à un joueur au maximum 2 fois, on peut signer que 2 contrats de 10 jours à un joueur. Vous pouvez le signer si vous êtes au-dessus du cap, évidemment. Ensuite, vous avez la trade exception, alors ça, c'est un petit peu complexe à comprendre. Si, au cours de l'année, vous avez fait un trade avec une équipe et que vous avez reçu moins de salaire que ce que vous avez envoyé, exemple, cette année, on a envoyé 24 millions de salaire avec Harrison Barnes, on en a reçu beaucoup moins avec seulement Zach Randolph et Justin Jackson, et bien cet écart de salaire, c'est un écart qu'on pourra recevoir lors d'un futur trade à venir, même si on est au-dessus du cap. Donc il faut savoir que la trade exception, elle dure seulement 1 an après le trade, pardon. Donc, de février 2019 jusqu'à février 2020, on peut effectuer, si on veut, un trade où on reçoit la différence qu'il y avait entre Barnes et Zach Randolph et Justin Jackson, qui est d'environ une dizaine de millions de dollars. On peut recevoir plus de salaire que ce qu'on envoie, même si ça nous amène au-dessus du cap. Vous avez ensuite la Disable Player Exception, donc c'est l'option joueur blessé. Par exemple, il y a un an, Gordon Hayward s'est fait une grosse blessure chez les Celtics. La NBA a donné aux Celtics une enveloppe d'un certain montant, je ne sais plus exactement, je crois que c'était quelque chose comme 7-8 millions à voir, vérifier. Mais avec cette enveloppe, vous pouvez re-signer un joueur qui va combler le vide qui a été laissé par le joueur qui s'est blessé gravement. Enfin, il y a 2 petites exceptions qu'il faut voir, comme vous vous souvenez de la valise, l'exemple de la valise, comme des petites poches sur la valise. La Mid-Level Exception, qui est en fait une enveloppe d'un montant de 6 ou 8 millions, ça dépend si vous êtes en dessous ou au-dessus du cap. Mais c'est un montant qui vous est donné par l'NBA. Avec ce montant, vous pouvez signer un joueur sur 1, 2, 3, voire 4 ans si vous êtes au-dessus du cap. En général, c'est des role players qu'on emploie, donc c'est pas des top joueurs, mais c'est des joueurs qui servent dans la rotation. L'exemple parfait, c'est le Thunder qui, avec sa Mid-Level Exception, a recruté Pat Patterson, ou les Rockets qui ont signé PJ Tucker avec. Des fois, il y a des bugs dans la matrice, et par exemple, on se retrouve avec DeMarcus Cousins qui signe à la Mid-Level Exception, c'est les Warriors. Normalement, c'est pas fait pour ça, une Mid-Level Exception, mais bon, il n'a pas enfreint des lois, c'est juste, nous, ça nous a fait bizarre de voir ça, mais il avait le droit de le faire. Mais en général, faut vous dire que ça reste des role-players avec la Mid-Level Exception. Autre petite option du même genre, donc du genre une petite poche sur le côté de la valise, la Biannual Exception. C'est pareil, une petite enveloppe un peu plus petite qui vous est donnée, que vous pouvez utiliser qu'une année sur 2, et vous ne pouvez pas utiliser si vous avez déjà utilisé la Mid-Level Exception. Donc elle est plus rare, par exemple cette année, il y a Elfrid Payton aux Pelicans qui est payé 3 millions de dollars avec cette Biannual Exception. Pardon. Donc voilà, on a vu déjà la liste de pas mal, de quasiment toutes les exceptions, sauf maintenant la plus importante qui va nous consacrer, qui va nous prendre un chapitre total parce que c'est vraiment le truc qui régit toute la free agency, qui fait que la free agency est très intéressante et qui change beaucoup de choses, c'est les Birds Right. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Birds Right, on va déjà expliquer ce que c'est et comment on les obtient, et dans une seconde partie on va parler de à quoi ils servent exactement. Alors les Birds Right, ils tiennent tout simplement leur nom de Larry Bird, le joueur qui évolue aux Celtics, parce que c'est la première personne pour qui on a utilisé cette fonction, cette règle. Les Birds Rights, ou les droits Birds en français, c'est quelque chose qu'une franchise détient à propos d'un joueur. Donc on dit que par exemple, les Charlotte Hornets détiennent les droits Birds de Kemba Walker. Donc ça c'est vrai. Pourquoi c'est vrai ? Parce que les droits Birds, une franchise les obtient pour un joueur quand le joueur joue depuis 3 ans ou plus, de manière continue dans la franchise. Donc qu'il ait fait 3 contrats de 1 an ou un contrat de 5 ans et qu'il y soit depuis 3 ans. Voilà, à partir du moment où ça fait 3 ans qu'il joue dans la franchise de suite, la franchise détient les droits Birds du joueur. Donc comme j'ai dit, par exemple, les Hornets détiennent les droits Birds de Kemba Walker, les Warriors détiennent les droits Birds de Klay Thompson. Il faut savoir quelque chose qui est très important, les droits Birds se transfèrent avec un joueur lorsqu'il est tradé. Par exemple, lors du transfert New York-Dallas de Porzingis Dennis Smith Jr., les Knicks avaient les droits Birds de Porzingis vu qu'il jouait depuis 3 ans et quelques à New York. Donc maintenant, Dallas détient ces droits Birds. Donc voilà, vous avez compris comment est-ce qu'on les obtient, qu'on les garde quand il y a un trade. Comment est-ce qu'on les perd ? Et tout simplement, on les perd quand un joueur il décide de partir de la franchise dans laquelle il est depuis plusieurs années. Par exemple, Gordon Hayward, en partant du Jazz il y a 2 ans pour Boston, il avait perdu les droits Birds, il a perdu ses droits Birds. Et Paul Millsap, en partant d'Atlanta, a perdu ses droits Birds. Une franchise n'a plus de droits Birds sur un joueur si elle coupe le joueur, évidemment. Mais à quoi ça sert, du coup, les droits Birds ? Donc on va voir que
il y a des avantages pour les joueurs, mais aussi des avantages pour les équipes. Tout d'abord, avant de parler de ces avantages, il faut qu'on parle d'un petit truc, c'est les contrats max, la notion de contrat max en NBA. En NBA, quand un joueur arrive au moment de la free agency, il va pouvoir se voir proposer un contrat max selon des grilles qui sont assez précises. Il existe 3 types de joueurs free agent en NBA au niveau de leur expérience. Les joueurs qui ont moins de 7 ans d'expérience, donc ça c'est en général des joueurs qui sortent de leur contrat rookie. Je vous mets quelques exemples, hein, D'Angelo Russell, Kristaps Porzingis par exemple cet été. Les joueurs qui ont entre 7 et 9 ans d'expérience, donc ça c'est souvent les contrats les plus intéressants parce que c'est des joueurs dans leur prime, environ entre 7 et 9 ans après leur draft, c'est quand ils ont 27, 28 ans, 29 ans, là où ils sont les meilleurs. Donc cette année ça concerne beaucoup de joueurs, Kemba Walker, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Tobias Harris, Jimmy Butler, voilà, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ont entre 7 et 9 ans d'expérience. Et enfin, vous avez les joueurs qui ont plus de 10 ans d'expérience. En général, c'est des joueurs à qui on donne pas forcément le max parce qu'ils arrivent sur une partie où ils baissent de niveau dans leur carrière, mais pas certains joueurs, comme évidemment Kevin Durant cette année ou LeBron James l'année dernière. Donc il y a des grilles qui sont fixées pour chacun des joueurs. Je vous l'affiche maintenant la grille pour chacun des joueurs. Donc on voit que par exemple, une franchise qui veut proposer un contrat max à, prenons l'exemple de Kemba Walker, qui a 8 ans d'expérience en net, il me semble, 8 ou 9, je ne sais plus, mais en tout cas il est dans la deuxième catégorie. Cette équipe ne pourra proposer à Kemba Walker un contrat de maximum 32 millions de dollars pour l'année prochaine et un contrat de maximum 4 ans, comme on peut le voir sur la grille. Donc on voit que c'est un contrat de 140 millions de dollars sur 4 ans, et il y a une augmentation d'année en année qui est environ de 5%. Donc voilà, et puis si c'est un contrat max proposé à Kevin Durant, vous prenez la 3e colonne, si c'est un contrat max proposé à Porzingis ou D'Angelo Russell, vous prenez la 1re colonne. Mais du coup, à quoi servent les bird rights dans ce cas-là? Et bien tout simplement, pour le joueur, c'est un argument financier et un peu temporel, parce que quand une franchise détient les droits birds d'un joueur, elle peut lui proposer un contrat plus intéressant, non pas sur 4 ans, mais sur 5 ans, et pas une augmentation de 5% d'année en année, mais de 8%, et ce qui nous donne cette grille de salaire. Donc pour reprendre l'exemple de Kemba Walker, on voit que les Hornets qui détiennent les droits birds de Kemba Walker peuvent lui proposer un contrat de 5 ans et 189 millions de dollars, alors que toutes les autres équipes pourront lui proposer au maximum, si elles ont la place dans leur cap space évidemment, 4 ans et 140 millions de dollars. Donc on voit qu'il y a déjà une différence de 50 millions de dollars, un an de plus qui est garanti, et donc ça peut peser. Les droits birds, ils servent à ça, à inciter le joueur à rester dans son équipe pour pas qu'il parte trop facilement. Ils ont quand même des avantages, c'est ça qui est très important pour revenir au sujet principal pour les équipes, c'est que quand vous avez les droits birds d'un joueur, vous pouvez le re-signer, même si ça vous fait passer au-dessus du cap, et même si vous êtes déjà au-dessus du cap. Donc c'est là vraiment l'importance des droits birds d'un joueur. Quand vous avez les droits birds d'un joueur, et bien d'abord vous faites en fait vos petites emplettes de l'été, vous signez le joueur que vous voulez, et une fois que vous êtes arrivé au cap, là vous signez le joueur dont vous avez les droits birds. Autre petite exception, si un joueur vous ne l'avez que depuis 2 ans et pas 3 ans, et bien en fait vous êtes sur le point d'avoir ces droits birds, mais vous ne les avez pas totalement, donc on dit que vous avez les early birds rights, donc des sortes de droits birds anticipés. Ça vous donne certains droits, vous ne pouvez pas re-signer le joueur à un contrat max au-dessus du cap, mais vous pouvez le re-signer soit pour 175% de son contrat précédent, soit pour 175% du salaire moyen NBA qui est environ de 5 millions de dollars, donc ça fait quelque chose du genre dans les 8, quelque chose millions de dollars à l'année. Vous pourrez proposer ce contrat de 2 à 4 ans pour les joueurs dont vous avez les early bird rights, et donc ça vous permet de passer au-dessus du cap ou de re-signer même si vous êtes au-dessus du cap. Pour prendre l'exemple de Dallas, on a 2 joueurs dont on a les early bird rights, Maxi Kleber et Trey Burke. Donc ces joueurs-là, on pourra leur proposer cet été au maximum un contrat de 175%, soit leur contrat précédent, mais leur contrat précédent était minuscule, mais moins de 2 millions de dollars. Donc on va prendre 175% du salaire moyen, ce qui correspond à environ 8,5 millions de dollars. Voilà, on pourra leur donner au maximum ce montant de salaire pour la saison prochaine, et quelque chose qui s'étale de 2 à 4 ans. Enfin, vous avez la non-bird exception. Ça, c'est quand il y a un joueur qui joue dans votre équipe depuis 1 an ou moins. Vous n'avez donc pas ces droits birds, pas ces early birds rights. Vous avez le droit de le re-signer même si vous êtes au-dessus du cap, ou même si ça vous fait passer au-dessus du cap, pour 120% de son salaire actuel. C'est tout, pas plus. Si on prend l'exemple des Warriors qui détiennent Cousine depuis seulement 1 an, pour un montant de 5 millions et quelques, ils peuvent le re-signer seulement à 120% de son salaire actuel, ce qui l'amène à environ 6 millions de dollars. C'est pour ça que les Warriors ne vont pas conserver Cousine, parce qu'ils savent qu'il vaut bien plus que 6 millions de dollars, et les Warriors ne peuvent lui proposer que 6 millions de dollars parce qu'ils seront au-dessus du cap. Et une équipe
autre qui a la place dans son cap va lui proposer un salaire au moins de au moins 14 millions de dollars, je pense, mais ça sera même au-dessus. Donc voilà, on a vu toutes les exceptions qui sont importantes. Je vous les rappelle très rapidement. Rookie exception, les two-way contracts, les minimum vétérans, les 10-day contracts, les trade exception, les disable player exception, l'option des joueurs qui sont blessés, les mid-level exception, la biannual exception, on se rappelle ces deux-là, c'est les petites poches sur le côté de la valise, la bird exception, la plus importante, la early bird exception, quand le joueur, vous n'avez que depuis 2 ans, et enfin la non-bird exception, quand le joueur n'est là que depuis 1 an, vous pouvez le re-signer qu'à combien vous avez suivi 120% du contrat, de son précédent contrat. Donc ok, là vous vous dites, très bien, donc si j'ai bien compris, on prend par exemple l'exemple de Dallas, il y a 56 millions de dollars de contrat pour l'année prochaine. Donc 109 moins 56, ça nous fait quelque chose du genre... $53 millions. Donc vous vous dites, ok super, donc on a 53 millions de dollars pour recruter plein de free agents, donc 53 millions on peut re-signer un contrat max de 32 ou 38 millions de dollars, plus même avoir un autre petit contrat max, et ensuite quand on arrive à 109 millions, on re-signe tous les gens dont on a les droits birds, ou alors les minimums vétérans, etc. etc. Si vous vous dites ça c'est bien, c'est que vous avez suivi, mais qu'il manque une notion très importante dont on va parler tout de suite, c'est la notion de cap holds. Alors les cap holds, ils ont été créés pour éviter justement les abus concernant les birds right et toutes les exceptions, qu'on n'ait pas genre tous nos joueurs qui soient free agent en même temps, c'est-à-dire une place énorme dans notre cap, qu'on signe plein de joueurs et qu'on signe ensuite qu'on utilise tous nos birds right pour re-signer plein et avoir une super équipe. Les cap holds, c'est en fait un montant qui est considéré dans vos finances quand un joueur il devient free agent. Pour reprendre l'exemple, notre image de valise, parce que là, pour le coup, c'est bien parlant, les Warriors, cette année, ils ont Klay Thompson, Kevin Durant qui vont être free agent. Donc, dans leur valise de joueurs, Klay Thompson et Kevin Durant vont partir, sauf que c'est des joueurs, voilà, très importants. Donc, en fait, on va garder une sorte de place dans la valise pour anticiper un retour du joueur. Donc ces montants, ils sont assez complexes à calculer, c'est toute une histoire de pourcentage qui dépend du joueur, s'il sort de son contrat rookie, le niveau de salaire qu'il avait, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais vous donner des informations si vous voulez dans les commentaires. Néanmoins, je vous conseille vraiment le site Spotrac, qui donne les montants de cap holds de chacun des joueurs en NBA. Il est vraiment super utile et c'est celui qui m'a permis de faire cette vidéo. Mais donc voilà, il faut se dire que quand le joueur devient free agent, eh ben, il laisse une empreinte, une sorte d'empreinte dans vos finances, et que pour que cette empreinte ne compte plus, il y a 3 solutions. Soit vous le re-signez, dans ce cas-là, on enlève le cap holds et c'est la valeur du nouveau montant qui est compté. Soit il signe avec une nouvelle équipe, dans ce cas-là, vu qu'il est dans une autre équipe, on enlève le cap holds parce que on enlève la place qui était gardée pour ce joueur vu qu'il est signé ailleurs. Soit la troisième option très importante, on renonce aux droits du joueur, donc on dit non, on va pas le garder, libérer la place qu'on a pour ce joueur. Donc très important, quand vous renoncez aux droits d'un joueur, ça veut pas dire que vous pourrez pas le re-signer par la suite, mais ça veut dire que vous perdez ses droits birds, par exemple, vous perdez son ancienneté, ce qui fait que vous pouvez pas le re-signer si vous êtes au-dessus du cap. On viendra juste après sur tous les cap holds à Dallas pour bien que vous compreniez, on fera une mise en application. Enfin, il y a un aspect à bien prendre en compte, c'est qu'il y a un minimum de joueurs en NBA qu'il faut avoir dans son roster, c'est 12, il faut avoir un minimum de 12 joueurs dans son roster. Et si vous commencez votre free agency avec moins de 12 joueurs, pour chaque spot manquant qui vous amène à 12, vous avez une somme qui est comptée dans les cap holds, qui est de 890 000 $. Donc on prend l'exemple de Dallas. L'année prochaine, vous voyez, il y a 7 joueurs qui sont concernés, qui sont dans nos finances. Ce qui manque, il y a un gap de 5 pour arriver à 12. Donc 5 fois 890 000, on a un cap hold de roster manquant de environ 4,5 millions de $. Ok, donc maintenant on a tous les éléments en main pour commencer à faire notre étude de cas, à mettre tout en application avec le cas concret des Dallas Mavericks cet été. Donc on part du principe que Dwight Powell, il reste, parce qu'il est une option joueur, on part du principe qu'il reste, donc l'année prochaine on paye 10 millions de $, parce que effectivement, s'il opt-out, c'est-à-dire qu'il décide de dire non à cette dernière année pour devenir free agent, il y aura un cap hold qui sera compté dans nos finances, et ça change un petit peu les choses, j'en parlerai très rapidement à la fin, mais voilà, là, pour notre exemple, on va partir du principe qu'il reste. Donc on arrive à la free agency, on a 56 millions de $ qui sont garantis,
Le cap est de 109 millions de dollars. On a combien de cap holds, on a dit? On les regarde tous, on a 46,7 millions de cap holds, ce qui nous donne 5,46 millions de dollars pour recruter, ce qui est nul. On peut recruter quasiment personne avec ça. Donc on arrive maintenant dans la démarche de faire de la place pour signer des joueurs. Donc là, on va essayer de gratter de l'argent de partout pour avoir un maximum de place, signer des free agents extérieurs, avant de re-signer tous nos gars dont on a les bird rights, etc. Donc on commence par regarder dans la liste de nos cap holds, lesquels on peut virer. Donc pour rappel, virer, ça veut dire on renonce au droit du joueur. On va faire d'ordre du plus gros au plus petit. On commence avec Kristaps Porzingis. Donc il a un cap hold de 17 millions de dollars. Pour rappel, son contrat max qu'on peut lui proposer, donc nous ou n'importe quelle autre équipe, la valeur de la première année est à 27 millions de dollars. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on renonce au droit ou est-ce qu'on les garde? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Vous dites votre réponse. C'est bon? Bon, j'espère que vous avez donc répondu qu'il faut, oui, garder les droits de Kristaps Porzingis parce que on le re-signera avec les droits Birds à 27 millions de dollars normalement. Donc, ces 17 millions de cap hold, ça nous fait 10 millions de gap. Donc, on va les garder et on le re-signera par la suite. Donc, oui, Kristaps Porzingis, on garde ses Birds right. Évidemment, là, il y a tous les problèmes par rapport à l'histoire, par rapport à Kristaps Porzingis. Là, je suis parti du principe dont on était il y a encore quelques semaines, c'est-à-dire qu'il fait partie du projet, on veut le re-signer à long terme. On verra ce que ça donne, toutes les histoires avec la justice, etc. La vidéo, voilà, c'est pas le but de la vidéo, donc on part du principe, j'espère que vous comprendrez, que la franchise veut le signer sur le long terme. Donc, deuxième dans la liste de nos cap holds, Dirk Nowitzki. Alors, bon, ça va être un peu complexe de dire ça, mais dire qu'on va renoncer à ces droits. Donc évidemment, ces droits sont importants, ils sont 9,5 millions de dollars, ça fait beaucoup dans les finances. Normalement, c'est quasiment sûr, il va prendre sa retraite. Ça se trouve, ça sera déjà fait au moment où la vidéo sera mise en ligne. Mais même dans l'optique où il reviendrait pour une 22e saison, on va pas le payer aussi cher, et de toute façon, on sait qu'il va rester à Dallas. Si dans l'optique où il reste, il va pas partir ailleurs. Donc son ancienneté, en fait, on s'en fiche un petit peu. Donc on renie ses droits, et puis on le re-signera par la suite, soit au minimum, soit avec une mid-level exception. Mais voilà, il faut faire de l'économie, et ça, c'est de l'argent très facilement gagné, 9,5 millions de dollars en plus. On arrive à JJ Barea, c'est pareil que Dirk Nowitzki. Là, il vient de se blesser gravement, c'est un joueur vraiment sa fin de carrière, on va le re-signer à Dallas. Lui, il a envie de rester à Dallas, donc on renonce à ses droits et puis on le re-signera sûrement au minimum, ou alors avec une petite mid-level exception, on verra. Mais voilà, il faut renoncer à ses droits, c'est important, 7,5 millions de dollars, et c'est toujours ça de prix pour signer avec notre cap space. Là, on arrive maintenant à des montants de cap holds qui sont bien plus petits. On arrive à l'icône, la légende, Dorian Finney-Smith. Son cap hold est de 1,9 million de dollars, donc c'est pas grand-chose. Donc à votre avis, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on renonce à ses droits? Je vous laisse réfléchir encore une fois. Et là, j'espère que vous vous êtes dit que oui, il faut effectivement garder les droits de Dorian Finney-Smith parce qu'ils sont tout petits et c'est un joueur qui est jeune, qui fait partie du projet, qu'on va re-signer à 8 ou 10 millions ou même peut-être plus. Donc il faut garder ce cap hold d'environ 2 millions de dollars et quand on aura fait nos emplettes de l'été, on le re-signera vu qu'on a ses bird rights au montant dont on a envie de le re-signer. Pareil pour Maxi Kleber qui fait partie du projet, qui est jeune, dont on a les Early Bird Rights, on garde son cap hold. On arrive à Trey Burke, 1,618 millions de dollars de cap hold. Ça se discute. Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'il fait partie du projet ou pas? On part du principe dans cette vidéo que oui, il fait partie du projet, donc on garde ses cap holds. Enfin, on arrive à Devin Harris, Salah Mejri, qui ont des cap holds aussi de 1,618 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on en fait? On va évidemment renoncer à leur droit parce que Devin Harris, c'est un joueur qui est en fin de carrière. Donc, soit il va prendre sa retraite, soit s'il veut revenir, personnellement, c'est bon, j'aimerais bien, et ben on le fera revenir au minimum vétéran. Donc, pas la peine de garder ses droits bird pour ça. Salah Mejri, c'est pareil. Si on veut le faire revenir, on le re-signera au minimum. Donc, ces deux joueurs, hop, hop, on renonce au droit. Ça nous fait déjà gagner un peu plus de 3 millions de dollars dans le cap. On verra par la suite que c'est très important. Et enfin, on arrive donc le cap hold qui est consacré aux places manquantes. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On a 7 joueurs sous contrat pour l'année suivante. 12 moins 7, 5. 5 fois 0,89, ça nous amène à environ 4,5 millions de dollars de spots manquants qui se comptent dans les cap holds. Donc si on ajoute tout ça, c'est-à-dire l'argent qu'on avait disponible avant et toutes les économies qu'on vient de faire avec les cap holds en renonçant au droit de Dirk, Barea,
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Mejri et il y avait Devin Harris. On arrive à un montant de 25,25 millions de dollars pour recruter à la free agency. Donc c'est bien déjà, c'est beaucoup mieux que nos 5 millions de départ, mais on n'est toujours pas aux 27 millions minimum pour un free agent avec peu d'expérience, ou même les 32 millions de dollars si on veut signer un joueur comme Klay Thompson ou Kawhi Leonard, et encore très loin des 38 millions pour KD. Donc il va falloir trouver de la place. Comment est-ce qu'on peut trouver de la place dans ces moments-là? On regarde nos contrats pour l'année prochaine, et on regarde s'il y en a qui sont pas... s'il y en a qui sont pas totalement garantis. Et effectivement, chez nous, on voit que le contrat de Ryan Broekhoff, de 1,4 million de dollars, il n'est pas garanti tant qu'on n'a pas passé le 29 juin. Donc ce qui est possible, ce qui peut arriver, c'est que avant le 29 juin, on décide de couper Ryan Broekhoff, ce qui nous ferait économiser 1,4 million de dollars. Néanmoins, attention, si on coupe, ça fait une place en plus de libre dans le roster, donc il faut rajouter 890 000 dollars de cap holds pour l'histoire des spots, vous vous en souvenez. Donc au final, ça nous fait une économie de 1,4 moins 890 000, donc 500 000 dollars en plus. C'est pas grand-chose, mais des fois, ça peut servir. Néanmoins, ça ne nous amène pas à nos 32 millions recherchés pour signer un free agent max comme Klay, Kemba ou Kawhi. Donc là, on va arriver à l'étape où on va stretch un contrat. Donc on va regarder... Je vais vous dire tout de suite ce que c'est stretch un contrat. C'est quand il y a un contrat en fait qui nous intéresse plus trop, et ben en fait on va, au lieu de payer ce qu'il nous reste à payer, on va le diviser, on va l'étaler sur plusieurs années. En divisant la durée qui nous reste à payer, le montant qui nous reste à payer, on va le diviser par 3 et on va étaler ce qui nous reste à payer sur 3 ans, sur 3 fois plus de temps. Par exemple, on regarde dans nos contrats, le contrat de Courtney Lee, 12 millions de dollars l'année, le joueur fait clairement pas partie de notre projet sportif, on n'en veut pas. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, au lieu de le payer 1 an, 12 millions de dollars, on peut le couper, donc il sort de l'équipe, et on le paye 3 ans, 6 millions de dollars. Donc, 4 millions de dollars, pardon. 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, on paye 4 millions de dollars l'année prochaine, 4 millions la saison d'après, et 4 millions la saison encore d'après, ce qui nous fait une économie d'environ 8,5 millions sur l'année prochaine. On n'oublie pas que, du coup, si on le dégage, ça fait une place en plus dans le roster, donc il faut compter 890 000 dollars de cap holds en plus au niveau des spots pour arriver à 12. Mais tout ça, le fait donc de ne payer que 4,25 millions de dollars la saison prochaine pour son contrat et non 12, ça nous amène à un total de plus de 33 millions de dollars, ce qui fait qu'on est OK pour signer un free agent au max qui aurait une expérience en dessous de 7 ans, ou même un free agent au max qui aurait une expérience entre 7 et 9 ans. Donc voilà, Kemba Walker, Kawhi, Klay Thompson, Jimmy Butler, Tobias Harris, tous ces gens-là, si on veut, on peut assez facilement obtenir la place pour un contrat max. Dans l'hypothèse où Kevin Durant aurait envie de venir à Dallas, vous voyez qu'il nous manque des dollars, il nous manque exactement 4,77 millions de dollars pour atteindre les 38 millions et quelques de contrat max d'un joueur comme Kevin Durant. Pour cela, là, il faut encore chercher des dollars, donc c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a 2 options, et même 3. La première, c'est que Kevin Durant, ils disent « Bon, ok, les gars, je demande pas le max, je demande 34 millions. » Mais bon, ça, c'est pas marrant pour notre exercice. Donc, on part du principe qu'il dit « Non, non, moi, je veux la thune, je veux le max. » Donc, il faut qu'on trouve 4,77 millions de dollars. On peut les trouver en stretchant un autre contrat. Donc, on regarde tous ceux qui nous restent, les contrats importants. Il n'y a que celui de Tim Hardaway Jr., mais il reste encore 2 ans de contrat. Donc, si on stretch, ça fait qu'on va payer pendant 6 ans 6 millions de dollars chaque année, parce qu'il y a 18 millions de dollars. À payer sur 2 saisons, 18 la saison prochaine, 18 celle d'après, donc ça nous amène, si on stretch, à 6 millions de dollars sur 6 ans. C'est peut-être pas forcément une si bonne opération, parce que ça va nous encombrer jusqu'en 2025, ces histoires. Donc oui, c'est une solution qui peut nous amener à faire de la place, ça va faire une économie de 12 millions de dollars en plus, donc ça nous permet de signer Kevin Durant, mais voilà, ça nous fait traîner un point mort sur 6 ans. On peut aussi, pour aller chercher ces 4,77 millions de dollars, renoncer aux droits Birds, mais ça ferait un peu mal, de Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Trey Burke. Si on renonce aux Birds Right de ces 3 gars-là, on peut effectivement arriver à nos 38 millions de dollars et signer Kevin Durant. En revanche, on sait qu'on va les perdre parce que d'autres équipes vont proposer plus que le minimum à ces joueurs-là qui valent plus que le minimum. Il y a d'autres possibilités, c'est de dégager un salaire qui nous embête. Par exemple, si à la loterie, on chope un pick, le pick 4 ou le pick 3 par exemple, qu'on n'en veut pas, on peut très bien échanger ce pick 3 ou 4 en plus de Tim Hardaway Jr. vers une autre équipe. Elle nous donne un joueur qui a un faible salaire. Et dans ce cas-là, la différence de salaire entre Tim Hardaway Jr. et le joueur qui a un petit contrat, tout ça, c'est de l'argent de gagné dans notre cap space pour signer un joueur max, comme par exemple Kevin Durant. C'est une hypothèse à prendre en compte parce que ça peut potentiellement arriver.
Donc vous voyez, l'important c'est de vous dire qu'on peut s'y retrouver d'une manière ou d'une autre en stretchant Tim Hardaway Jr. ou en renonçant à des droits pour arriver jusqu'à 38 millions de dollars. Néanmoins, vous le savez comme moi, c'est très peu probable que Kevin Durant ait envie de veuille venir à Dallas. Donc on ne devrait pas arriver normalement dans ce cas-là. Ok, donc là on est en conclusion. On a vu qu'on avait arrivé à faire la place en renonçant aux Drawbirds de Dirk, Barea, Devin Harris et Salah Mejri. En stretchant le contrat de Courtney Lee, on arrivait à avoir la place pour signer un free agent important, sauf Kevin Durant. Donc, on arrive cet été, on a nos 56 millions de dollars garantis, on fait donc ce qu'on vient de dire au niveau de renoncer les droits, de stretch le contrat de Lee, et hop, on signe notre contrat max. Allez, disons pour le kiff, on signe Klay Thompson au max, donc à 32 millions et quelques l'année prochaine, on le signe sur un contrat de 4 ans. On arrive à 108 et quelques en total de salaire, donc juste en dessous de 109 millions de dollars. On a donc fait notre petite template de l'été, et on peut passer aux signatures de tous les joueurs dont on a le droit de les faire signer, même si on est au-dessus du cap. Donc on commence par les joueurs dont on a les bird rights. Donc Kristaps Porzingis, on lui fait sa prolongation de 5 ans et 158 millions de dollars. Dorian Finney-Smith, on le re-signe parce qu'on a les droits birds. Pour Maxi Kleber, on le re-signe avec les early birds rights, donc c'est-à-dire que je l'ai rappelé, je l'ai dit déjà avant, 175% du salaire moyen de la NBA pour lui, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc on peut le re-signer sur 4 ans, pourquoi pas, avec une première année à environ 8,5 millions. On peut pas lui proposer plus, c'est pas possible. Voilà, sur 4 ans. Trey Burke, on fait pareil, s'il fait partie du projet, on peut le re-signer en utilisant ses early bird rights. Ensuite, au minimum, vétéran, on fait venir les joueurs qu'on a envie de refaire venir, qui vont nous coûter pas cher, c'est-à-dire Devin Harris, c'est-à-dire très certainement JJ Barea. Éventuellement, si Barea demande plus, on peut le signer à la mid-level exception ou avec une biannual exception, mais on peut dire que ça va le faire avec la vétéran exception. Si Dirk décide de revenir, on le signe, voilà, au minimum, même si je pense, comme je vous ai dit, qu'il va prendre sa retraite. Notre rookie, si on a eu la chance de monter à la loterie, on peut le signer même si on est au-dessus du cap. Là, notre rookie entre 1 et la place entre 1 et 4, on peut le signer. Et ensuite, avec la mid-level exception ou la biannual exception, on peut aller chercher un petit joueur si on veut. Donc pourquoi pas, si on s'est, je vous souvenez, j'ai parlé de l'histoire de se débarrasser d'Aaron Brokov pour faire 500 000 $ d'économie. Pour le re-signer, on peut le re-signer par exemple avec une biannual ou une mid-level exception ou au vétéran. Mais voilà, on peut le faire revenir. Et tout ça, ça nous amène par exemple dans cette optique-là, à un roster composé de Tim Hardaway Jr., Luka Doncic, Dwight Powell, Jalen Brunson, Justin Jackson, notre fameux free agent au max, donc je dis Klay Thompson, disons Klay Thompson, même si je crois pas une seconde qu'il va partir de Golden State. Kristaps Porzingis prolongé, Dorian Finney-Smith prolongé, Maxi Kleber, Trey Burke, au minimum Devin Harris, JJ Barea, notre nouveau rookie, s'il y en a un évidemment, notre rookie de second tour si on veut le signer, Ryan Broekhoff, si on le fait revenir, parce que lui sera free agent, donc ça dépend des projets, mais disons qu'on le fait revenir. Un petit joueur à signer à la mid-level exception ou à la biannual exception. Et enfin, 2 joueurs en two-way contract, ça coûte absolument rien les two-way contract, donc soit notre rookie de second tour, soit 2 autres joueurs non draftés. Mais voilà, on arrive à un effectif qui est complet de 16-17 joueurs, et on a quelque chose de bien fait, de bien ficelé pour notre free agency. Il y a une autre possibilité, très rapidement, on peut, au lieu de se recruter notre free agent avec les 34 et quelques millions de dollars qu'on aura disponibles, on peut signer aussi 2 joueurs qui ne sont pas forcément au max, mais par exemple 2 joueurs qui sont complémentaires. On part du principe que Porzingis et Luka, c'est nos 2 futurs superstars, donc à côté on n'a pas besoin d'une autre superstar, on prend des joueurs intéressants de complément. Par exemple, Julius Randle à 18 millions de dollars l'année, et Pat Beverley à 13-14 millions de dollars l'année, quelque chose comme ça, c'est aussi possible, moi ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, vous avez compris le principe. On signe d'abord les joueurs extérieurs, et ensuite on re-signe tous les joueurs dont on a les bird rights, ou les joueurs dont on a les exceptions pour passer au-dessus du cap. Très rapidement, si Powell décide de opt-out, donc de partir, de ne pas avoir sa dernière année de 10 millions, c'est très possible en fait qu'il fasse ça, parce qu'il a fait une très bonne saison. Dans ce cas, il sera free agent, donc c'est son cap hold qui est de 15 millions de dollars qui va compter dans nos finances, donc ça fait 5 millions de dollars en moins pour recruter. Ça pourrait poser problème, néanmoins, comme je vous l'ai dit, il y a toujours moyen de s'y retrouver au niveau des contrats. Mais voilà, c'est une possibilité à envisager. Ouf, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vous avez bien compris toutes les notions qui existent au niveau de la free agency sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, quelles sont les stratégies à adopter pour avoir le meilleur roster possible, que vous pourrez adopter tout ce que vous avez appris, ou peut-être vous le saviez déjà, je sais pas, sur votre équipe à vous, et que ça vous permettra d'y voir plus clair sur pourquoi est-ce que telle ou telle équipe, elle décide de couper ce joueur à ce moment-là, etc., etc.
J'espère que c'était pas trop long, que c'était pas trop chiant pour vous. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire toutes ces recherches sur Dallas et aussi sur tous les contrats, toutes les règles qui existent en NBA. J'ai pas parlé, parce que ça aurait été trop long, de la luxury tax. Donc, en 2 mots, c'est un montant, une limite qui est fixée par la NBA. Quand vous êtes au-dessus de cette limite-là, vous devez payer des amendes à la NBA, parce qu'en fait, vous utilisez trop de salaire pour payer vos joueurs. En fait, vous êtes dans la légalité, vous avez le droit, mais néanmoins, voilà, ça vous fait reverser une somme très importante. Les très grosses équipes, comme par exemple Oklahoma ou Golden State, qui ont au final des totaux de salaire qui atteignent quasiment les 200 millions de dollars, et ben elles versent des grosses amendes à l'NBA. En fait, il faut juste que votre propriétaire soit OK pour payer plein d'argent pour avoir une très bonne équipe. Et si c'est le cas, c'est bien. Au détail dont j'ai pas parlé, c'est toutes les petites options qui font que si vous êtes un joueur qui a moins de 7 ans d'expérience, vous pouvez signer un contrat en fait comme si vous aviez entre 7 et 9 ans d'expérience. Par exemple, Karl Anthony Towns, c'est ce qui va lui arriver parce qu'il a rempli les conditions qui étaient de faire partie d'une All-NBA Team. Et donc, son extension, il peut la signer comme s'il était un joueur entre 7 et 9 ans d'expérience et non un joueur de moins de 7 ans d'expérience. Mais toutes les informations les plus importantes, vous les avez, elles sont maintenant à votre disposition. J'espère que vous les avez bien enregistrées. Et voilà, on se dit à une prochaine pour une vidéo qui sera consacrée plus aux Mavericks. Là, elle était destinée un peu à tout le monde. On se retrouve dans 3 mois quand la free agency arrive. On verra si j'ai eu raison sur les choses dont j'ai parlé, les choses que j'ai pronostiquées au niveau de notre free agency, ou si j'étais totalement à côté de la plaque. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre écoute, de votre soutien. Si vous avez aimé, dites-le moi, ça fait toujours très plaisir. Partagez si vous voyez que des gens ils galèrent un peu du free agency, vous leur dites d'aller faire un tour sur cette vidéo, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine, bonne digestion de toutes ces informations, je sais qu'il y en a beaucoup. Allez, bonne journée, bonne nuit, peu importe. À plus tout le monde. Those that weren't already on their feet, they see Dirk up top, and Dirk over Eubanks got it to go from the top of the key.